Elle ne comprendrait pas, elle n'a jamais fini l'université, a ri mon fiancé à ses collègues. Puis je me suis tenu à la tribune d'Oxford. Bonsoir, Dr Holloway. Je suis resté figé dans l'embrasure de la porte de notre bureau à domicile, le plateau de café et de pâtisserie tremblant légèrement dans mes mains. À travers l'entrebâillement de la porte, je pouvais voir Marcus, mon fiancé depuis 2 ans, faire un geste dédaigneux tout en parlant à la caméra de son ordinateur portable lors de ce que je pensais être un appel vidéo privé. Non, sérieusement, a-t-il continué, sa voix empreinte de cette condescendance particulière que j'entendais de plus en plus souvent ces derniers temps. J'essaie d'expliquer des concepts académiques de base à Vivien, mais il y a ce regard vide. C'est comme essayer d'enseigner le calcul à un golden retriever. Des rires ont éclaté des haut-parleurs. J'ai reconnu les voix, ses amis universitaires de ce qu'il appelait son « cercle intellectuel ». Le docteur Richard Chen, la docteure Patricia Okwa et le professeur Daniel Morrison. Ils se réunissaient virtuellement tous les jeudis soirs pour discuter de leurs recherches, de leurs publications, de leur génie. Marcus, c'est terrible, a dit Patricia, bien que son ton suggère plus l'amusement que le reproche. Elle a sûrement d'autres qualités. Oh, absolument. Elle est décorative, cuisine bien, et elle ne pose pas trop de questions sur mon travail, ce qui, honnêtement, facilite la vie. Pouvez-vous imaginer devoir expliquer des cadres épistémologiques postmodernes à chaque fois que j'essaie d'écrire? Mes mains avaient cessé de trembler. Quelque chose de froid et de tranchant se cristallisait dans ma poitrine, remplaçant la blessure initiale par quelque chose de bien plus dangereux, la clarté. J'ai posé silencieusement le plateau sur la table du couloir et j'ai sorti mon téléphone, ouvrant l'application d'enregistrement vocal. Mes doigts bougeaient avec une précision acquise, une compétence que j'ai développée pendant des années à documenter des résultats de recherche. Des années dont Marcus ne savait rien. Le truc, c'est, a continué Marcus, s'échauffant sur son sujet, que j'ai besoin d'une égale intellectuelle, quelqu'un qui peut s'engager avec mon travail à un niveau significatif. Vivien est adorable, mais elle est essentiellement inculte, non raffinée. J'ai pensé dernièrement qu'après le mariage, je pourrais avoir besoin de maintenir certains arrangements séparés pour une stimulation intellectuelle. Vous comprenez. Marcus, la voix de Daniel portait un ton d'avertissement. Tu parles de ta future femme. Ma future femme qui pense qu'une bibliographie est quelque chose que l'on trouve dans le catalogue d'une bibliothèque, Harry Marcus. Écoutez, je ne suis pas cruel. Je suis réaliste. Elle a sa place dans ma vie, et j'ai la mienne. Elles n'ont pas toujours besoin de se croiser. J'ai arrêté l'enregistrement. 23 minutes de mépris pur et documenté. Mais je n'avais pas besoin d'en entendre plus. J'en avais assez entendu pour confirmer ce que je soupçonnais depuis des mois, l'homme que j'avais accepté d'épouser ne m'avait en fait jamais vu du tout. Il n'avait vu que la version de moi que j'avais soigneusement construite. L'ironie était si parfaite que j'ai failli en rire. Presque. J'ai repris le plateau, j'ai arboré mon sourire le plus niais et j'ai poussé la porte. Marcus, chéri, je t'ai apporté des encas, ai-je dit, ma voix légère et aérienne. Chaque syllabe une performance. Je sais comment tu es quand tu fais tes importants trucs académiques. Il s'est tourné, juste un instant, j'ai vu quelque chose vaciller sur son visage. De la culpabilité peut-être, ou de la peur. Mais cela a disparu presque instantanément, remplacé par ce sourire indulgent qu'il me réservait. Le sourire que l'on ferait à un enfant qui vient de vous présenter un dessin au crayon. C'est attentionné, vive, a-t-il dit, se retournant déjà vers son écran. Pose ça n'importe où. Nous sommes au milieu d'une discussion cruciale sur mon prochain discours liminaire. Oh, ton discours liminaire, me suis-je extasié en posant le plateau sur son bureau. C'est celui-là. Comment ça s'appelle déjà? La conférence internationale sur la philosophie contemporaine, le discours philosophique et la pédagogie moderne, a-t-il corrigé, sans même me regarder. À Oxford. Je te l'ai dit 3 fois. C'est vrai. C'est vrai. Désolé. Je confonds toujours ces grands mots. J'ai gloussé, jouant mon rôle à la perfection. Eh bien, je vais vous laisser, les gens brillants. Ne travaillez pas trop dur. J'ai surpris le sourire apitoyé de Patricia avant de fermer la porte. Pauvre Marcus, disait son expression, affligée d'une telle simplette. Si seulement elle savait. De retour dans la cuisine, je me suis tenu à la fenêtre donnant sur notre modeste jardin, regardant les ombres du soir s'allonger sur l'herbe. La maison était une location.
Marcus avait insisté pour que nous attendions sa grande promotion avant d'acheter une propriété. Tout était toujours une question d'attente avec Marcus. Attendre la bonne opportunité, le bon moment, les bonnes circonstances. J'attendais aussi. Mais pas pour les raisons qu'il pensait. Mon téléphone a vibré. Un texto de mon assistante, Jennifer. Dr Westbrook, la vérification est arrivée. Vous aviez raison sur l'écart. Rapport complet en pièces jointes. J'ai ouvert la pièce jointe, parcourant le document que j'avais commandé il y a 3 semaines. 3 semaines d'enquête minutieuse, de recherche discrète et d'examen forensique des qualifications. 3 semaines depuis que j'avais remarqué pour la première fois quelque chose de bizarre dans la thèse de Marcus, celle qu'il gardait dans un volume relié en cuir sur l'étagère de son bureau, exposé comme un trophée. Le document que Jennifer a envoyé était complet, dévastateur, et exactement ce que j'avais soupçonné. Mais je m'avance. Laissez-moi revenir en arrière. Je m'appelle Vivian Westbrook, et je détiens un doctorat en psychologie de l'éducation de l'université de Stanford. Ma thèse sur les biais cognitifs dans l'évaluation des qualifications académiques a remporté le prix Langston et a été publiée dans 3 revues à comité de lecture. Au cours des 6 dernières années, j'ai travaillé comme consultante pour des universités et des entreprises, les aidant à identifier les qualifications frauduleuses et les usines à diplômes, ces fausses institutions qui vendent des diplômes sans valeur à quiconque est prêt à payer. Je suis très doué dans mon travail. C'est pourquoi, lorsque j'ai rencontré Marcus Holloway à un dîner chez des amis il y a 2 ans, j'avais trouvé ses qualifications intéressantes. Il s'était présenté comme le docteur Marcus Holloway, titulaire d'un doctorat en philosophie de quelque chose appelé l'Institut international d'études philosophiques avancées. Je n'en avais jamais entendu parler, ce qui en soi n'était pas inhabituel. Il existe des milliers d'institutions légitimes dans le monde. Mais quelque chose dans sa façon de le dire, cette légère pointe de défensive dans sa voix, avait déclenché mes instincts professionnels. Alors, j'ai fait ce que je fais toujours. J'ai enquêté. Ce que j'ai trouvé était fascinant. L'Institut international d'études philosophiques avancées n'existait pas, du moins pas en tant qu'institution accréditée. C'était un site web, une boîte postale au Panama, et une opération très sophistiquée qui vendait des diplômes basés sur l'expérience de vie, pour des sommes allant de 15 000 à 50 000 $, selon l'impression que vous vouliez donner. Le doctorat de Marcus valait à peu près autant que le papier sur lequel il était imprimé. Mais c'est là que ça devenait intéressant. Marcus n'avait pas seulement un faux diplôme. Il avait bâti toute une carrière dessus. Il travaillait comme consultant principal en éducation pour une entreprise de formation professionnelle de taille moyenne, commandant des honoraires de conférences et des tarifs de consultation qui rendraient jaloux n'importe quel universitaire légitime. Il avait écrit 2 livres, auto-publiés, ai-je découvert plus tard, et entretenait une présence soigneusement organisée sur les réseaux sociaux en tant que leader d'opinion en philosophie de l'éducation. Il était, en bref, un fraudeur très réussi et très confiant. Préparer et narrer cette histoire nous a pris beaucoup de temps. Alors, si vous l'appréciez, aimez cette vidéo. Cela signifie beaucoup pour nous. Maintenant, retour à l'histoire. Et quand il m'a invité à sortir ce soir-là, quelque chose en moi a décidé de mener une expérience, une sorte d'étude de psychologie sociale. Que se passerait-il si moi, une experte légitime dans la détection de la fraude académique, je prétendais être exactement le genre de personne à qui un homme comme Marcus se sentirait supérieur? J'ai donc créé le personnage de Vivien. Vivien qui avait abandonné le community college pour s'occuper de sa mère malade. Vivien qui travaillait comme organisatrice d'événements indépendantes. Vivien qui disait trop souvent « genre » et était confuse par les grands mots. Vivien qui regardait Marcus avec une admiration béate chaque fois qu'il se lançait dans un de ses monologues pseudo-intellectuels. Marcus était tombé complètement dans le panneau. En 3 mois, il me disait que j'étais différente des autres femmes, moins menaçante, voulait-il dire, plus gérable. En 6 mois, il m'avait présenté à ses amis universitaires, qui me traitaient tous avec cette condescendance douce que l'on réserve à un animal de compagnie aimé mais pas très brillant. En 1 an, il m'avait demandé en mariage, me présentant une bague qu'il avait clairement achetée à crédit, et un discours sur la façon dont je le complétais d'une manière qui compensait son isolement intellectuel. J'avais dit oui, planifiant déjà mon article de recherche, Dissonance cognitive et syndrome de l'imposteur, une étude de cas sur la fraude académique et les relations intimes. Mais quelque chose avait changé au cours des derniers mois. Ce qui avait commencé comme un exercice académique était devenu personnel,
car plus je passais de temps avec Marcus, plus je réalisais que sa fraude ne concernait pas seulement un faux diplôme. C'était quelque chose de plus profond, un mépris fondamental pour la vérité, pour la véritable réussite, pour quiconque il percevait comme inférieur à lui. Et j'étais devenu sa cible principale pour ce mépris. L'incident du café avait été le premier signe avant-coureur. Il y a 3 mois, j'avais accidentellement, mais exprès, laissé un article de revue sur le comptoir de la cuisine, pas l'un des miens, mais un que je relisais pour un collègue. Il portait sur les cadres épistémologiques dans l'éducation moderne. Par coïncidence, le même sujet dont Marcus avait pontifié lors d'un dîner la semaine précédente. Quand il l'avait trouvé, il avait ri. « Vivien, ma chérie, pourquoi as-tu ça? Essayais-tu de le lire? » Je trouvais ça intéressant, avais-je dit, gardant ma voix petite et incertaine. Il m'avait tapoté la tête. M'avait littéralement tapoté la tête comme si j'étais un chien qui avait fait un tour intelligent. C'est adorable, mes chéris, c'est de la philosophie de niveau supérieur. Il n'y a aucune honte à ne pas comprendre. Tout le monde n'est pas fait pour le travail académique. Je l'avais regardé mettre l'article dans la poubelle de recyclage. Son expression un mélange d'amusement et de pitié. C'est là que j'ai décidé de pousser l'expérience plus loin. J'avais commencé à laisser de petits indices dans la maison, des livres sur la théorie de l'éducation, des résumés imprimés d'articles de recherche, mon vieux sweatshirt d'université que j'avais trouvé dans une boîte de vieux vêtements. Chaque fois, Marcus les avait soit ignorés complètement, soit fait un commentaire dédaigneux sur mes aspirations à comprendre des choses au-delà de mes capacités. La dissonance cognitive était remarquable. Son cerveau ne pouvait littéralement pas traiter les preuves qui contredisaient son récit établi de qui j'étais. C'était un cas d'école de biais de confirmation. Il avait décidé que j'étais intellectuellement inférieur, et maintenant tout ce qu'il observait était filtré à travers cette lentille. Mais ce soir, c'était différent. Ce soir, je l'avais entendu le dire à voix haute à ses amis, ses collègues, ses compagnons de route au pays des fausses qualifications et de la crédibilité empruntée. Et ce soir, j'avais décidé que l'expérience était terminée. Mon téléphone a de nouveau vibré. Jennifer, la conférence a également appelé. Ils veulent confirmer votre présentation liminaire pour le mois prochain. Dois-je envoyer le résumé mis à jour? J'ai souri. La conférence internationale sur l'intégrité académique et la vérification des qualifications, organisée par l'Université d'Oxford, la vraie. La même conférence où Marcus prétendait avoir été invité en tant que conférencier principal. C'était un autre mensonge. Bien sûr, j'avais vérifié la liste des participants de la conférence il y a 3 jours. Marcus Holloway n'y figurait pas, mais le docteur Vivian Westbrook, c'est-à-dire moi, était répertorié comme la conférencière d'ouverture, présentant sur « Les usines à diplôme moderne et la crise de l'authenticité académique ». Le timing était trop parfait pour être une coïncidence, car il y a 2 mois, lorsque Marcus avait mentionné pour la première fois son discours à Oxford, j'avais contacté les organisateurs de la conférence. Je leur avais suggéré qu'ils voudraient peut-être enquêter sur l'un de leurs conférenciers proposés. Je leur avais fourni juste assez d'informations pour qu'ils commencent à poser des questions. Marcus n'avait jamais été invité à parler à Oxford, mais il avait apparemment dit à tout le monde qu'il l'avait été, ses amis, ses collègues de travail, son réseau professionnel. Il avait même mis à jour son profil LinkedIn avec cet honneur. Ce mensonge était sur le point de le rattraper de manière très publique. Mais j'allais le faire avec soin, méthodiquement, car après 2 ans à jouer un rôle, j'avais appris que les révélations les plus efficaces ne sont pas des explosions dramatiques. Ce sont des dévoilements lents et méthodiques. C'est regarder le monde de quelqu'un s'effondrer pièce par pièce alors qu'il réalise que tout ce qu'il pensait savoir était faux. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai ouvert le dossier que je constituais depuis des mois. À l'intérieur se trouvaient des sous-dossiers, chacun méticuleusement organisé. Dossier financier, documentation des habitudes de dépenses de Marcus, la dette de carte de crédit qu'il cachait, le prêt qu'il avait contracté pour acheter la bague de fiançailles, les relevés de redevances de ses livres auto-publiés montrant des ventes de moins de 200 exemplaires chacun. Fraude professionnelle, le faux certificat de diplôme, la correspondance avec l'usine à diplôme, que j'avais obtenue grâce à mon réseau professionnel, des captures d'écran de son CV modifié, des exemples de plagiat dans ses travaux publiés. Communication personnelle, des enregistrements de conversations comme celle de ce soir, des messages textes où il se moquait de moi à ses amis, des emails où il mentait sur ses qualifications pour obtenir des engagements de conférence. Documentation juridique, consultation de 3 avocats différents.
La fraude de Marcus n'était pas seulement personnelle. Elle était potentiellement criminelle. Son employeur l'avait embauché sur la base de fausses qualifications. Les entreprises qui lui payaient des honoraires de conférence avaient été escroquées, et j'avais tout documenté. Mais le joyau de ma collection était la vidéo que j'avais enregistrée il y a 2 semaines. J'avais installé une caméra cachée dans le bureau à domicile légalement, puisque c'était aussi ma maison et que j'avais vérifié auprès de mon avocat et j'avais capturé Marcus en train de répéter son discours d'Oxford. En le regardant maintenant, j'ai ressenti cette même clarté froide que j'avais ressentie dans le couloir. Marcus se tenait devant son ordinateur portable, lisant un script qu'il avait clairement copié de diverses sources en ligne. Ses gestes étaient répétés, son ton pompeux. Toutes les quelques minutes, il s'arrêtait pour prendre des notes, marmonnant des choses comme « insister sur la profondeur intellectuelle ici » et « ça va vraiment impressionner le public d'Oxford ». Il avait même acheté un nouveau costume pour l'occasion. J'avais trouvé le reçu, $1200 sur une carte de crédit déjà au maximum. L'homme prévoyait de se présenter à l'université d'Oxford et de donner un discours liminaire auquel il n'avait jamais été invité, sur un sujet qu'il comprenait à peine, représentant des qualifications qu'il n'avait jamais obtenues. Et il allait être humilié, mais pas de la manière qu'il attendait. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai vérifié le calendrier. La conférence d'Oxford était dans 6 semaines. La fête de fiançailles sur laquelle ma mère avait insisté avait lieu dans 3 semaines, et l'entreprise de Marcus tenait sa réunion annuelle du conseil d'administration dans 2 semaines, où il était soi-disant considéré pour une promotion au poste de vice-président des programmes académiques. Tant de dominos, tous parfaitement alignés. Mon téléphone a sonné. Marcus appelait de l'étage. « Vive, pourrais-tu m'apporter un autre café et peut-être quelques-uns de ces biscuits que tu as faits ?» J'ai pris une respiration, j'ai lissé mon expression pour retrouver le masque que j'avais porté pendant 2 ans, et je suis retourné à l'étage. « Bien sûr, chérie », ai-je crié. Tout pour mon brillant fiancé. En montant les escaliers, j'ai mentalement revu mon calendrier. La phase 1 commencerait demain matin avec une dénonciation anonyme à l'employeur de Marcus, suggérant de vérifier les qualifications de leurs consultants principaux. Rien d'accusateur, juste une légère incitation à la diligence raisonnable. La phase 2 suivrait une fois qu'ils auraient commencé à enquêter. Une conversation avec les organisateurs de la conférence à Oxford, confirmant que le Dr Westbrook serait ravi d'y assister, et pourrait-il s'il vous plaît vérifier également les qualifications des autres intervenants. La phase 3 serait la fête de fiançailles où j'avais prévu une surprise spéciale pour les invités réunis. Et la phase 4, eh bien, la phase 4 serait Oxford même. J'ai frappé doucement à la porte du bureau, tenant en équilibre une tasse de café fraîche et une assiette de biscuits aux pépites de chocolat fait maison. « Entrez », a appelé Marcus. Il avait terminé l'appel vidéo, parcourant quelque chose sur son ordinateur portable. Il n'a pas levé les yeux quand je suis entré. « Voilà », ai-je dit doucement, posant le café et les biscuits à côté de lui. « Marcus, puis-je te demander quelque chose ?» Toujours sans lever les yeux. « Cette conférence d'Oxford, tu es nerveux à ce sujet ?» Maintenant, il m'a regardé, son expression se transformant en ce que j'en étais venu à considérer comme son « visage d'enseignant ». Patient mais légèrement condescendant. « Nerveux ? » Non, vive. Quand on a atteint le niveau d'excellence académique que j'ai, on n'est pas nerveux pour ces choses. On est plein d'énergie, excité de partager ses idées avec d'autres intellectuels. Ce doit être un tel honneur, ai-je soufflé. Je veux dire, Oxford, c'est comme l'université la plus célèbre du monde, non ? L'une d'entre elles, a-t-il dit, s'autorisant un petit sourire. Bien que, honnêtement, l'invitation n'était pas surprenante. Mon travail sur les cadres pédagogiques a reçu pas mal d'attention dans les cercles académiques. Je suis si fier de toi, ai-je dit, et j'ai laissé ma voix se briser juste un peu. Même si je ne comprends pas vraiment ce que tu fais, je sais que c'est important. Quelque chose a vacillé dans ses yeux. Était-ce de la culpabilité ? De l'inconfort ? Mais cela est passé rapidement, remplacé par cette chaleur familière et condescendante. C'est ce que j'aime chez toi, Vive. Tu n'as pas besoin de comprendre. Tu as juste besoin de me soutenir. Et tu le fais. Tu es parfaite comme tu es. Parfaite pour ses objectifs, voulait-il dire. Parfaite pour le faire se sentir supérieur, intelligent, accompli. Parfaite pour ne pas poser de questions difficiles ou exiger qu'il soit quelque chose qu'il n'était pas. Je lui ai souri, doucement et sans expression.
Je te laisse retourner au travail. Je t'aime. Je t'aime aussi, ma chérie. En fermant la porte derrière moi, je l'ai entendu reprendre sa frappe, les touches cliquant rapidement, probablement en train d'écrire un autre email à quelqu'un de son réseau, prétendant une expertise qu'il n'avait pas, faisant référence à des recherches qu'il n'avait jamais menées, construisant son château de cartes de plus en plus haut. Dans la cuisine, je me suis versé un verre de vin et je me suis assise à la table, regardant le jardin qui s'assombrissait. Demain commencerait le dénouement, mais ce soir, je me suis permis de sentir le poids des 2 dernières années. Est-ce que ça en valait la peine? La performance constante, le fait de me rabaisser, d'avaler ma fierté à chaque fois qu'il m'expliquait quelque chose sur lequel j'avais littéralement publié des articles. J'ai pensé aux centaines d'étudiants que j'avais aidés à protéger en identifiant de fausses qualifications chez leurs professeurs. J'ai pensé aux universités qui avaient renforcé leur processus de vérification grâce à mes recherches. J'ai pensé aux 3 usines à diplôme qui avaient été fermées en partie grâce aux preuves que j'avais aidé à rassembler. Et j'ai pensé à Marcus, qui avait bâti toute une vie sur un fondement de mensonges, qui m'avait regardé chaque jour et avait vu quelqu'un à qui se sentir supérieur, qui n'avait jamais envisagé que la femme tranquille qui lui apportait du café pourrait être la seule personne au monde la plus capable de détruire tout ce qu'il avait construit. Oui, j'ai décidé que ça en valait la peine. Mon téléphone a vibré avec une notification de mail. L'objet m'a fait sourire. Demande de vérification, Marcus Holloway, ph.d. C'était du département des ressources humaines de l'entreprise de Marcus, envoyé à l'adresse de demande générale que j'avais utilisée pour ma dénonciation anonyme ce matin-là. Ils commençaient leur enquête. J'ai composé une réponse en utilisant l'un de mes pseudonymes professionnels, leur fournissant juste assez d'informations pour les orienter dans la bonne direction, le nom de l'usine à diplôme, une suggestion de vérifier le statut d'accréditation de l'institution, un lien utile vers une base de données de fournisseurs de diplômes frauduleux connus. Le matin, quelqu'un dans ce département des RH aurait une conversation très inconfortable avec leur équipe juridique. J'ai envoyé l'email et je suis retourné à mon vin, regardant la dernière lumière s'estomper dans le ciel. À l'étage, je pouvais entendre la voix de Marcus, animée et confiante, alors qu'il passait un autre appel vidéo, probablement en train de répéter des sections de son faux discours liminaire pour quelqu'un, se prélassant dans leur admiration, se nourrissant du respect qu'il n'avait jamais mérité. Laissez-le en profiter tant que ça dure. Car dans 6 semaines, il allait se tenir devant de vrais universitaires à Oxford, s'il y arrivait même, et découvrir que la femme qu'il avait rejetée comme intellectuellement inférieure était celle qu'il avait démasquée. Mais d'abord, il y avait la fête de fiançailles à planifier. J'ai sorti ma tablette et j'ai ouvert la liste des invités que ma mère avait envoyée. 60 personnes, y compris tout le réseau professionnel de Marcus, ses amis universitaires, ma famille, et plusieurs collègues de ma vraie carrière, des gens que j'avais soigneusement tenus à l'écart de la mascarade. La fête allait être intéressante. J'ai fait défiler jusqu'à la section « Divertissement » du document de planification. Ma mère avait suggéré d'engager un DJ. J'avais une meilleure idée. J'ai ouvert un nouvel onglet de navigateur et j'ai cherché des services de production vidéo qui pourraient compiler des séquences en une présentation. Car j'avais décidé que la fête de fiançailles comporterait une vidéo spéciale, un hommage au couple heureux montrant notre parcours ensemble. Seulement, cet hommage inclurait des séquences que Marcus n'attendrait pas, comme les enregistrements que j'avais faits de ses commentaires méprisants, la comparaison côte à côte de sa thèse avec les articles de Wikipédia qu'il avait plagiés, la correspondance par email montrant ses tentatives d'acheter des qualifications frauduleuses supplémentaires, et à la toute fin, mon préféré, une vidéo en écran partagé. D'un côté, Marcus répétant son discours d'Oxford. De l'autre, le programme réel de la conférence montrant le docteur Vivien Westbrook comme conférencière d'ouverture. J'ai commencé à rédiger le plan de la vidéo, mes doigts volant sur le clavier. Chaque section serait soigneusement conçue pour révéler une nouvelle couche de tromperie, jusqu'à la révélation finale de qui j'étais vraiment. La sonnette a retenti, interrompant ma planification. J'ai mis la tablette de côté et je suis allé à la porte d'entrée, me demandant qui pouvait bien rendre visite à 20h30 un jeudi soir. À travers le Judas, j'ai vu une femme que je ne reconnaissais pas. La quarantaine, tenue professionnelle, portant un sac en bandoulière en cuir. Elle avait l'air nerveuse. J'ai ouvert la porte mais j'ai gardé la chaîne de sécurité engagée. Oui. Je cherche Marcus Holloway, a-t-elle dit. Est-il à la maison? C'est important. Il travaille, ai-je dit prudemment. Puis-je vous aider? Elle a hésité,
jetant un coup d'œil par-dessus son épaule comme si elle vérifiait que personne ne l'avait suivi. Je m'appelle Diana Price. Je suis journaliste indépendante. J'enquête sur les usines à diplôme et la fraude académique, et le nom de Marcus est apparu dans mes recherches. J'espérais lui poser quelques questions. Intéressant. Très intéressant. Quel genre de questions? J'ai demandé au sujet de son doctorat de l'Institut international d'études philosophiques avancées. Cette institution est au centre d'une enquête majeure. Il y a potentiellement des centaines de personnes qui ont utilisé des diplômes frauduleux pour obtenir des emplois, des engagements de conférences, des contrats de livres. Si Marcus en fait partie, elle s'est interrompue, l'air mal à l'aise. Écoutez, je préférerais lui parler directement. Est-il disponible? Je l'ai étudié un instant, mon esprit parcourant les possibilités. Une journaliste enquêtant sur la même usine à diplôme que je suivais. Cela pouvait soit compliquer considérablement mon plan, soit fournir une plateforme encore meilleure pour la révélation. Mademoiselle Price, ai-je dit lentement. Combien de temps avez-vous? Elle a cligné des yeux, surprise. J'ai toute la soirée. Pourquoi? J'ai déverrouillé la chaîne et j'ai ouvert la porte plus grand. Parce que je pense que vous et moi devons avoir une conversation, mais pas ici et pas où Marcus pourrait entendre. Il y a un café à 3 pâtés de maison qui reste ouvert jusqu'à 23 heures. Retrouvez-moi là-bas dans 20 minutes. Qui êtes-vous? A-t-elle demandé, clairement confuse par mon passage de fiancée protectrice à ce que j'étais maintenant. J'ai souri. Je suis la femme qui va vous donner la plus grande histoire de votre carrière, mais j'ai besoin que vous me fassiez confiance et que vous soyez patiente. Pouvez-vous faire ça? Elle m'a étudié un long moment, ses instincts de journaliste clairement en guerre avec sa curiosité. Finalement, elle a hoché la tête. 20 minutes. Le coffee béant sur Maple Street. Parfait. J'ai fermé la porte et je me suis appuyé contre elle, mon cœur battant la chamade. Cela ne faisait pas partie du plan. C'était une variable que je n'avais pas prévue, mais peut-être était-ce une opportunité. J'ai appelé à l'étage. Marcus, chéri, je cours au magasin chercher du lait. On n'en a presque plus. Tu as besoin de quelque chose? Non, ça va, a-t-il répondu, distrait. Ne sois pas longue, d'accord? J'aurai peut-être besoin que tu relises quelque chose pour moi plus tard. Relire? Il voulait que moi, la femme qu'il pensait trop stupide pour comprendre des concepts académiques de base, relise ses fausses recherches. L'ironie était presque douloureuse. J'ai attrapé mon sac à main et mon sac d'ordinateur, m'assurant d'avoir la tablette avec toute ma documentation, et je suis sorti dans la soirée. Le coffee béant était calme quand je suis arrivé, juste quelques étudiants dispersés à des tables, plongés dans leurs ordinateurs portables. Diana Price était déjà là, assise dans une banquette d'angle avec une tasse de quelque chose de fumant devant elle. Elle avait installé un petit enregistreur sur la table. Je me suis glissé sur le siège en face d'elle. Vous voudrez éteindre ça pour l'instant. Elle a haussé un sourcil mais s'est exécutée. Vous n'êtes pas ce que j'attendais. Marcus non plus, ai-je dit. Mais nous y viendrons. D'abord, j'ai besoin de savoir combien vous avez vérifié sur l'Institut international. Tout. C'est une fraude complète. Basée au Panama, pas de véritable corps professoral, aucune accréditation d'aucun organisme légitime. Ils vendent des diplômes depuis 2009, avec une moyenne d'environ 250 diplômés par an. C'est potentiellement 5000 personnes avec de fausses qualifications travaillant à des postes d'autorité et de confiance. J'ai hoché la tête. Cela correspondait à mes propres recherches. Et Marcus, il a acheté son doctorat en 2013 pour $32 000, payé en 3 versements. J'ai des copies des transactions. Elle a sorti un dossier. Mais voici le truc. Il n'est pas ma cible principale. Je travaille sur une histoire beaucoup plus grande sur la façon dont ces faux diplômes ont infiltré les programmes de formation en entreprise et le conseil en éducation. Marcus n'est qu'un exemple parmi des centaines. Et si je vous disais que Marcus n'est pas seulement un exemple? Ai-je dit? Et si je vous disais qu'il est l'étude de cas parfaite? Un homme qui a bâti toute sa carrière, sa réputation, ses relations sur un fondement de fraude? Elle s'est penchée en avant, intéressée maintenant. Que voulez-vous dire? J'ai sorti ma tablette et j'ai ouvert l'un de mes dossiers de documentation.
Et si je vous disais que j'ai passé les 2 dernières années à documenter chaque aspect de la fraude de Marcus, son faux diplôme, son travail plagié, ses mensonges aux employeurs et aux collègues, sa prochaine prétention de parler à Oxford alors qu'il n'a jamais été invité. Les yeux de Diana se sont agrandis. Vous l'avez enquêté? D'une certaine manière. J'ai pris une respiration. Mademoiselle Price, avant de vous montrer ce que j'ai, je dois vous dire qui je suis, car c'est pertinent pour l'histoire. Je vous écoute. Mon nom est Dr Vivian Westbrook. J'ai un doctorat en psychologie de l'éducation de Stanford et je me spécialise dans l'identification de la fraude académique et la vérification des qualifications. Au cours des 6 dernières années, j'ai consulté des universités et des entreprises sur ces questions précises. J'ai aidé à fermer 3 usines à diplôme et j'ai identifié plus de 400 cas de fraude aux qualifications. Sa bouche s'est légèrement ouverte. Attendez, vous êtes la Dr Westbrook. Vous avez écrit l'article du prix Langston sur les biais cognitifs dans l'évaluation des qualifications. C'est moi. Mais Marcus a dit que sa fiancée était. Elle s'est arrêtée. La prise de conscience se faisant. Oh mon Dieu. Marcus pense que je suis une décrocheuse universitaire qui comprend à peine son travail. Pendant 2 ans, je l'ai laissé croire ça. J'ai documenté chaque mensonge, chaque moment de mépris, chaque cas où sa fraude a blessé les autres ou lui a profité injustement. Et je prévoyais de tout exposer à la conférence d'Oxford, où moi, et non Marcus, suis en fait la conférencière d'ouverture. Diana s'est adossée, stupéfaite. C'est incroyable. Pourquoi? Pourquoi feriez-vous ça? Au départ, pour la recherche. Une expérience sur la façon dont les qualifications frauduleuses affectent les relations personnelles et la perception de soi. Mais c'est devenu plus que ça. Il s'agissait de tenir quelqu'un pour responsable de tromper systématiquement tout le monde autour de lui. J'ai poussé la tablette vers elle. Je vais exposer Marcus dans 3 semaines à notre fête de fiançailles, mais je vous offre quelque chose de mieux. Un accès complet à toute ma documentation, des droits exclusifs sur l'histoire, à une condition. Quelle condition? Vous attendez après la fête de fiançailles pour publier. Je veux que le réseau professionnel de Marcus, ses amis, ses collègues l'entendent de moi d'abord, voient les preuves vidéo, comprennent toute l'étendue de sa tromperie. Et ensuite, vous pourrez révéler l'histoire au monde. Vous aurez tout, les dossiers financiers, les communications, les preuves de plagiat, tout. La plus grande histoire de fraude académique de l'année. Diana est restée silencieuse un long moment, ses instincts de journaliste clairement engagés dans un débat féroce avec son éthique. Finalement, elle a dit, si j'accepte, j'ai besoin d'une transparence totale. Je dois pouvoir tout vérifier indépendamment. Je ne vais pas faire partie d'un plan de vengeance qui sape le journalisme légitime. C'est juste, ai-je dit. Je vous donnerai tout ce que j'ai. Vous pourrez tout vérifier, et je vous donnerai le contexte, des entretiens, des antécédents, l'histoire complète. Mais j'ai besoin de 3 semaines. Après ça, c'est à vous. Elle a tendu la main. Marché conclu. Nous nous sommes serrés la main et j'ai senti la dernière pièce de mon plan se mettre en place. La révélation professionnelle que j'avais prévue allait être amplifiée par l'attention des médias. La fraude de Marcus ne serait pas seulement révélée à son cercle immédiat. Elle deviendrait un récit édifiant, une étude de cas sur la tromperie académique. Pendant les 3 heures suivantes, j'ai guidé Diana à travers ma documentation. Elle a pris des notes, a posé des questions pointues, et a parfois laissé échapper de faibles sifflements d'étonnement devant la profondeur des preuves que j'avais compilées. C'est passible de poursuite, a-t-elle dit à un moment donné. Son employeur pourrait porter plainte pour fraude. Les organisateurs de la conférence pourraient le poursuivre pour tentative de tromperie. Cela va bien au-delà de la simple humiliation personnelle. Je sais, ai-je dit. J'ai consulté des avocats. Je suis préparé aux retombées juridiques. Quand nous avons finalement quitté le café, je me sentais plus légère d'une certaine manière. Partager le fardeau de la connaissance, amener quelqu'un d'autre dans le cercle de la vérité l'avait rendu réel d'une nouvelle manière. Je suis rentré lentement, me préparant mentalement à reprendre mon rôle pour quelques semaines de plus. La maison était sombre, à l'exception de la lumière dans le bureau de Marcus. Toujours en train de travailler, probablement en train de construire des châteaux en l'air avec ses qualifications frauduleuses comme fondation. Je suis entré discrètement et j'ai vérifié mon téléphone. Un autre email de Jennifer. Dr Westbrook,
vous avez 3 nouvelles demandes de consultation. De plus, Stanford veut savoir si vous êtes disponible pour une série de conférences au printemps. Ma vraie vie, attendant patiemment que j'y retourne. J'ai répondu, dites à Stanford, oui. Planifiez les consultations pour après la 3e semaine du mois prochain. Les choses vont devenir très chargées. À l'étage, la porte du bureau de Marcus était fermée. Je pouvais entendre de la musique jouer doucement. Il écoutait toujours de la musique classique quand il travaillait, affirmant que cela améliorait ses capacités intellectuelles. Je suis allé dans notre chambre, j'ai enfilé un pyjama et je me suis allongé dans le lit, fixant le plafond. Dans 3 semaines, tout serait terminé. La performance prendrait fin. La vérité émergerait, et je réclamerais mon identité. Mais ce soir, j'étais encore Vivien, le personnage, la fiancée sans éducation qui ne comprenait pas les grands mots ou les idées complexes. Demain, la phase 1 commencerait. Je me suis endormi en planifiant mon discours pour la fête de fiançailles. Répétant mentalement le moment où je sortirais du personnage pour entrer dans la vérité. Le moment où Marcus me verrait enfin clairement pour la première fois. Ça allait être spectaculaire. Les fondations ont été posées. La tromperie de 2 ans de Vivien touche à sa fin. Ses preuves sont compilées et des alliés inattendus émergent. La fête de fiançailles se profile dans 3 semaines, une scène parfaite pour la première grande révélation. Mais avant cette exposition soigneusement orchestrée, la phase 1 de son plan commence demain avec une dénonciation anonyme qui fera tomber les dominos. Marcus reste inconscient, confiant dans ses qualifications frauduleuses et dédaigneux de la femme qui démantèlera bientôt tout ce qu'il a construit. L'ironie s'approfondit à chaque instant qui passe. L'homme qui revendique la supériorité intellectuelle est fiancé à la seule personne la plus qualifiée pour le démasquer. Dans la 2e partie, l'enquête commence. Les collègues de Marcus commencent à poser des questions embarrassantes, et Vivien doit maintenir sa performance même si les murs commencent à se refermer sur son fiancé. Les préparatifs de la fête de fiançailles s'accélèrent et de nouvelles complications émergent qui testeront si Vivien peut garder son sang-froid assez longtemps pour exécuter son plan parfaitement. Le compte à rebours a commencé. L'appel est arrivé le mardi matin, exactement 48 heures après que j'ai envoyé ma dénonciation anonyme à l'employeur de Marcus. J'étais dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner quand j'ai entendu son téléphone sonner à l'étage. Puis sa voix, d'abord confiante, prenant une qualité étrange que je n'avais jamais entendue auparavant. Oui, c'est Marcus Holloway. Oui, je peux attendre. J'ai éteint la cuisinière et je me suis approché des escaliers, écoutant. Je ne comprends pas la question. Mes qualifications, elles sont toutes dans le dossier des RH. J'ai tout soumis quand j'ai été embauché il y a 5 ans. Une longue pause. Les vérifier? Bien sûr qu'elles sont légitimes. Pourquoi même? Non, je ne suis pas sur la défensive. Je suis juste confus de savoir pourquoi c'est soudainement un problème. Une autre pause, plus longue cette fois. L'Institut international d'études philosophiques avancées est pleinement accrédité. Que voulez-vous dire par aucun enregistrement? C'est impossible. J'y ai étudié. J'ai terminé ma thèse. J'ai mon diplôme encadré dans mon bureau. J'ai souri, me versant du café avec des mains stables. J'ai besoin de parler directement au RH. C'est clairement une sorte d'erreur administrative. Quelqu'un s'est emmêlé les pinceaux. Mon diplôme est complètement légitime, et je suis franchement insulté que... Allô? Allô? Des pas ont dévalé les escaliers. Marcus a fait irruption dans la cuisine, le visage pâle, toujours en pyjama, bien qu'il soit près de 9 heures. Vive, as-tu vu mon diplôme? Celui encadré de mon bureau? Je me suis tourné vers lui, gardant mon expression inquiète et confuse. Ton diplôme? Il est sur le mur de ton bureau, chérie, là où il est toujours. Qu'est-ce qui ne va pas? Il remet en question mes qualifications, a-t-il dit en se passant une main dans les cheveux. Mon entreprise. Quelqu'un leur a dit que mon doctorat n'est pas légitime. C'est insensé. C'est une sorte d'erreur ou peut-être même du sabotage. Richard ou Daniel, peut-être jaloux de l'affaire d'Oxford. Mais ton diplôme est vrai, n'est-ce pas? Ai-je demandé, laissant juste une pointe d'inquiétude s'infiltrer dans ma voix. Je veux dire, tu es allé à l'université. Tu as fait tout ce travail. Bien sûr que c'est vrai. A-t-il lancé, puis s'est immédiatement adouci.
Désolé, Viv. Je suis juste stressé. Oui, c'est complètement vrai. Ce ne sont que des bêtises bureaucratiques. Je dois aller au bureau pour éclaircir ça. Il est remonté en courant. J'ai entendu des tiroirs s'ouvrir, des cintres gratter dans le placard. Il s'habillait à la hâte, prévoyant probablement de marcher dans son bureau et d'intimider les RH pour qu'ils abandonnent leur enquête. Ça ne marcherait pas. Je m'en étais assuré. Mon téléphone a vibré avec un texto de Diana Price. Son employeur vient de contacter l'usine à diplôme. Il n'arrive à joindre personne au téléphone. Surprise. Le directeur des RH m'a dit en privé qu'il le mettait en congé administratif en attendant l'enquête. Ça avance plus vite que prévu. J'ai répondu. Bien. Laissons faire. La fête de fiançailles est toujours prévue pour samedi. Marcus est réapparu dans un costume froissé, sa cravate de travers. J'y vais. Ne m'attends pas pour le dîner. Ça pourrait prendre un certain temps. Devrais-je m'inquiéter? Ai-je demandé, jouant parfaitement la fiancée anxieuse. Il m'a embrassé sur le front, déjà distrait. Non, ma chérie, juste un malentendu. J'aurais réglé ça d'ici midi. Je l'ai regardé partir en voiture, puis je suis immédiatement allé dans son bureau. Le diplôme était accroché au mur dans un cadre coûteux. Les fausses phrases en latin et les signatures contrefaites étaient presque convaincantes si l'on ne savait pas quoi chercher. J'en ai pris une photo, zoomant sur les parties que j'avais identifiées comme frauduleuses, le format incorrect du sceau institutionnel, les erreurs grammaticales dans le texte latin, la signature d'un doyen qui n'avait jamais existé. Cette photo serait la diapositive 17 de ma présentation de samedi soir. Le reste du mardi s'est déroulé tranquillement. Marcus a texté vers midi, réunion avec l'équipe juridique. Ça prend plus de temps que prévu. Puis à 15 h, ils veulent que je fournisse les relevés de notes originaux. Je rentre les chercher. J'attendais quand il a franchi la porte à 15 h 30, l'air nettement moins confiant que ce matin-là. Ils veulent des documents originaux, a-t-il dit en se dirigeant directement vers son bureau. Relevé de notes, registre d'inscription, tout. C'est complètement excessif, mais si c'est ce qu'il faut pour mettre fin à cette histoire. Je l'ai suivi à l'étage et je l'ai regardé sortir une boîte de classement de son placard. À l'intérieur se trouvaient des papiers, son faux diplôme, quelques documents d'apparence officielle avec l'entête de l'institut et ce qui semblait être des relevés de notes. Tout cela acheté à l'usine à diplôme pour un supplément. Tout cela complètement frauduleux. Ça devrait suffire, a-t-il dit, mais ses mains tremblaient légèrement alors qu'il rassemblait les papiers. Viv, est-ce que quelqu'un t'a contacté? Quelqu'un a-t-il posé des questions sur moi ou mon passé ou quoi que ce soit d'étrange? J'ai pensé à Diana Price à ma porte il y a 2 nuits. Non, chérie. Pourquoi quelqu'un me contacterait-il? Fais juste attention. Si quelqu'un pose des questions, ne leur dis rien. Dis juste que tu ne sais pas et renvoie-les à moi. D'accord? Bien sûr, ai-je dit doucement. Marcus, tu me fais un peu peur. Est-ce que tout va bien? Il m'a attiré dans une étreinte et j'ai senti la tension dans son corps. Tout va bien. Tout ça va passer. Juste un fouineur au RH avec trop de temps libre. Mais quand il est reparti avec son dossier de faux documents, j'ai vu une peur sincère dans ses yeux. Il commençait à comprendre que son monde soigneusement construit s'effondrait. Le mercredi a apporté plus de développement. Marcus est rentré tôt, l'air hagard. Il avait été mis en congé administratif pendant que l'entreprise menait un examen approfondi de ses qualifications. C'est une formalité, m'a-t-il dit en se versant un grand verre de whisky à 14 h. Il se couvre simplement légalement. Mais Viv, c'est humiliant. Tout le monde au bureau sait, ils en parlent tous. Je suis tellement désolé, chérie, ai-je dit en lui massant les épaules. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Reste juste là, a-t-il dit en buvant la moitié du whisky. Sois juste un soutien. C'est tout ce dont j'ai besoin. Ce soir-là, son téléphone a sonné constamment, ses amis universitaires appelant pour demander ce qui se passait. J'ai écouté Marcus raconter des versions de plus en plus désespérées de l'histoire. C'était une erreur de secrétariat, un cas d'homonymie, une vendetta personnelle d'un collègue jaloux. Chaque fois qu'il raccrochait, il avait l'air un peu plus désespéré. Jeudi matin, l'organisateur de la conférence d'Oxford a envoyé un email. Je l'ai vu apparaître sur son ordinateur portable alors qu'il était dans la salle de bain.
Il demandait une vérification de ses qualifications avant de confirmer sa place de conférencier principal. Quand Marcus l'a lu, son visage est devenu livide. « Ils ne peuvent pas faire ça », a-t-il marmonné. La conférence est dans 5 semaines. J'ai déjà prévenu tout le monde. J'ai acheté des billets d'avion. Ne peux-tu pas leur envoyer ce que tu as envoyé à ton entreprise, ai-je demandé innocemment. C'est plus compliqué que ça, a-t-il dit en fermant son ordinateur portable. Oxford a des normes différentes, des processus de vérification plus rigoureux parce qu'ils sont si prestigieux. Exactement. Il s'est levé brusquement. Je dois passer quelques appels. J'ai écouté depuis le couloir alors qu'il tentait frénétiquement de joindre quelqu'un, n'importe qui à l'Institut international d'études philosophiques avancées. Les numéros de téléphone sur leur site web étaient déconnectés. Les adresses e-mail revenaient. L'usine à diplôme avait disparu, comme elles le font toujours lorsque les autorités commencent à enquêter. Marcus était vraiment seul maintenant, sans personne pour étayer ses mensonges. Vendredi après-midi, je mettais la dernière main aux préparatifs de la fête de fiançailles quand Marcus est sorti de son bureau, l'air complètement défait. « Vive, nous devons parler. » Mon rythme cardiaque s'est accéléré, mais j'ai gardé ma voix calme. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Je pense que nous devrions reporter la fête de fiançailles. » Quoi ? Marcus, c'est demain. Ma mère prépare ça depuis des mois. Tout le monde a déjà confirmé. Je sais. Je sais. Il s'est assis lourdement sur le canapé. Mais avec tout ce qui se passe au travail, je ne pense pas que ce soit le bon moment. Les gens vont poser des questions, et je ne veux pas que notre journée spéciale soit éclipsée par ce malentendu. Malentendu ? Je me suis assise à côté de lui. Marcus, parle-moi. Que se passe-t-il vraiment ? Il m'a regardé un long moment et je l'ai vu peser ses options. Me dire la vérité et risquer de me perdre. Continuer le mensonge et espérer que tout se résolve comme par magie. Il a choisi le mensonge. Il y a eu une accusation au travail. Quelqu'un prétendant que mes qualifications ne sont pas légitimes. C'est complètement absurde. Mais tu sais comment sont les entreprises. Elles doivent tout enquêter. Ça passera, mais je ne veux pas que ça nous affecte. Mais Marcus, nous ne pouvons pas annuler maintenant. Le lieu, le traiteur, les invités. Ils viennent de l'extérieur. Mes parents seraient dévastés. Alors peut-être, il a fait une pause. Peut-être que je ne viendrai tout simplement pas. Tu pourrais dire à tout le monde que je suis malade ou que j'ai eu une urgence. Nous reprogrammerons ma partie pour plus tard. Je l'ai fixé. Il suggérait en fait que j'ai une fête de fiançailles sans mon fiancé parce qu'il avait trop peur de faire face aux questions sur ses qualifications. Non, ai-je dit fermement, et il a semblé surpris. Je ne le contredisais jamais. Non, Marcus. Si nous organisons la fête, nous le faisons ensemble. Quoi qu'il se passe au travail, nous y faisons face en couple. N'est-ce pas ça, le mariage ? Il avait l'air partagé entre le soulagement et la terreur. Vive, tu ne comprends pas ce que les gens pourraient dire. Alors aide-moi à comprendre maintenant. Qu'est-ce qui se passe exactement ? C'était le moment. Il pouvait avouer, tout admettre, se jeter à ma merci. Cela n'aurait pas changé ce que j'avais prévu, mais cela aurait au moins montré une once d'intégrité. Au lieu de ça, il a persisté. Quelqu'un répand des mensonges sur moi. Des collègues jaloux qui essaient de saboter ma carrière à cause de mon succès, de mon invitation à Oxford, de mon profil ascendant. Mais je vais me battre, vive. Je vais leur prouver à tous qu'ils ont tort. Alors nous les affronterons ensemble demain soir, ai-je dit en lui prenant la main. Nous montrerons à tout le monde que nous sommes forts, que nous sommes unis, et quand tout cela sera éclairci, ils se sentiront tous mal de t'avoir douté. Il a serré ma main et j'ai vu de la gratitude mêlée d'effroi dans ses yeux. Tu crois vraiment en moi, n'est-ce pas ? Je crois en la vérité, ai-je dit, et je l'ai laissé interpréter ça comme il le voulait. Le samedi est arrivé avec un temps parfait, inhabituellement chaud pour novembre. Un ciel dégagé, idéal pour la partie extérieure de la fête de jardin méticuleusement planifiée par ma mère. Marcus a passé la matinée dans son bureau à passer des appels frénétiques. Je l'ai entendu essayer de joindre Richard, Daniel, Patricia, quiconque pourrait se porter garant pour lui, parler en sa faveur. La plupart ne répondaient pas. La nouvelle s'était répandue dans son réseau.
J'ai passé la matinée à faire les dernières vérifications sur ma présentation. La vidéo était montée, sauvegardée à 3 endroits différents. La documentation imprimée était organisée dans des dossiers. Mon discours était mémorisé. Diana Price avait confirmé qu'elle serait là, se faisant passer pour une amie de ma mère de son club de lecture. Elle avait amené une équipe de tournage qui se ferait passer pour les vidéastes officiels de la fête. Tout était en place. À 17h, je suis sorti de la chambre dans la robe que j'avais choisie. Pas la chose simple et réservée que Marcus avait suggérée, mais une élégante robe fourreau bleu marine qui commandait l'attention. J'avais coiffé mes cheveux en chignon, révélant la confiance que j'avais cachée pendant 2 ans. Marcus était dans le salon, vêtu de son nouveau costume, celui à $1200 qu'il avait acheté pour Oxford. Il avait l'air beau mais nerveux, vérifiant son téléphone de manière obsessionnelle. « Tu as l'air différente », a-t-il dit en m'étudiant. « C'est une occasion spéciale », ai-je répondu. Prêt à y aller? La fête avait lieu chez mes parents. Leur grand jardin transformé en un lieu élégant. Des lumières blanches enfilées dans les arbres, des tables avec des nappes en lin, une petite scène pour les toasts et les discours. 60 invités se mêlaient avec des verres de champagne, le joyeux murmure de la célébration remplissant l'air. Les amis universitaires de Marcus étaient remarquablement absents. Richard, Daniel, Patricia avaient tous envoyé des regrets de dernière minute. Mais ses collègues de travail étaient là, l'air mal à l'aise. Ils savaient pour l'enquête. Ma famille était là. Mes vrais collègues de Stanford et de mon travail de consultante. Des gens qui connaissaient le docteur Vivian Westbrook mais n'avaient jamais rencontré Viv, la fiancée sans éducation. J'avais soigneusement séparé ces mondes pendant 2 ans. Et Diana Price était là avec son équipe. Caméra prête. Ma mère m'a trouvé des notes arrivées. Vivien, ma chérie, tout est parfait. Es-tu prête pour ton discours? Plus prête que je ne l'ai jamais été, ai-je dit. Marcus circulait nerveusement, acceptant les félicitations avec des sourires forcés. Je l'ai regardé esquiver les questions sur le travail avec une évasion pratiquée. Il était doué pour mentir. Je lui accordais ça. 2 ans de pratique avec moi avaient affiné ses compétences. À 19h, mon père a tapé sur son verre pour attirer l'attention. Tout le monde, si nous pouvions nous rassembler autour de la scène, Vivien et Marcus ont quelques mots à partager. La foule s'est rassemblée. Marcus m'a regardé, confus. Nous n'avions pas prévu de discours ensemble. Je lui avais dit que mes parents s'occupaient de tout. Je suis monté seul sur la petite scène, le microphone était déjà positionné, l'écran vidéo derrière moi déjà installé. Merci à tous d'être venus ce soir, ai-je commencé, ma voix stable et claire. Je sais que vous êtes ici pour célébrer des fiançailles, et nous allons célébrer quelque chose ce soir, juste peut-être pas ce que vous attendiez. Le visage de Marcus est devenu pâle. Il a commencé à se diriger vers la scène, mais mon père, que j'avais briefé plus tôt, l'a doucement arrêté avec une main sur son épaule. Au cours des 2 dernières années, ai-je continué, j'ai mené une étude, un projet de recherche si vous voulez, sur la fraude académique et ses effets sur les relations personnelles. Le sujet de cette étude se tient juste là. J'ai montré Marcus du doigt. 60 paires d'yeux se sont tournés vers lui. Marcus Holloway, mon fiancé, opère sous de fausses qualifications depuis plus d'1 décennie. Son doctorat, qu'il a utilisé pour obtenir un emploi, des engagements de conférences et une crédibilité professionnelle, a été acheté à une usine à diplôme appelée l'Institut international d'études philosophiques avancées. Une institution qui n'existe que sous la forme d'un site web et d'une boîte postale au Panama, une institution qui n'a ni corps professoral, ni accréditation, ni normes éducatives quelconques. Des halètements ont parcouru la foule. Le visage de Marcus était passé du pâle au cramoisi. « C'est insensé », a-t-il dit à voix haute. « Vive, qu'est-ce que tu fais? As-tu perdu la tête? » Non, Marcus, je l'ai retrouvé. J'ai cliqué sur la télécommande dans ma main et l'écran derrière moi s'est allumé. Laissez-moi vous montrer à quoi ressemblent 2 ans de documentation. La présentation a commencé. D'abord des images de son diplôme avec des annotations soulignant les indicateurs de fraude. Puis des captures d'écran du site web de l'usine à diplôme, des transactions d'achat, des faux relevés de notes. Vive, arrête ça. Marcus essayait maintenant de passer devant mon père, mais mon oncle s'était joint à lui pour le retenir. Ces gens ne comprennent pas. Tu ne comprends pas, oh, mais je comprends, Marcus. Mieux que tu ne le penses.
J'ai cliqué sur la diapositive suivante, une copie de mon diplôme de Stanford. Vous voyez, mon nom est Dr Vivien Westbrook. Je détiens un doctorat légitime en psychologie de l'éducation de l'université de Stanford. Au cours des 6 dernières années, je me suis spécialisé dans l'identification de la fraude académique et la vérification des qualifications. Je suis la principale experte en Amérique du Nord sur les usines à diplôme. L'attention de la foule oscillait entre moi et Marcus comme des spectateurs à un match de tennis. C'est impossible, a balbutié Marcus. Tu n'es jamais allé à l'université. Tu me l'as dit. Je t'ai dit ce que tu voulais entendre, ce que tu avais besoin de croire pour te sentir supérieur. J'ai cliqué à nouveau, montrant des captures d'écran de ses textos, se moquant de moi à ses amis. Et tu l'as cru parce que ça correspondait à ton récit. Le brillant Dr Holloway avec sa fiancée sans éducation qui ne pouvait pas comprendre son travail sophistiqué. Les diapositives suivantes montraient ses publications plagiées, des comparaisons côte à côte avec des articles de Wikipédia et d'autres sources qu'il avait copiés mot pour mot. Pendant 2 ans, Marcus, je t'ai regardé construire ta vie sur des mensonges. Je t'ai regardé accepter des éloges pour un travail que tu n'as pas fait, revendiquer des qualifications que tu n'as pas méritées, et me traiter avec mépris parce que tu pensais que j'étais intellectuellement inférieur. J'ai cliqué sur la compilation vidéo. Les commentaires enregistrés de Marcus à mon sujet, son rire dédaigneux, ses conversations avec ses amis sur mes limites. La foule regardait en silence, stupéfaite. Plusieurs de ses collègues de travail avaient sorti leur téléphone, textant clairement leur bureau. Mais voici ma partie préférée, ai-je dit, cliquant sur la vidéo en écran partagé de Marcus répétant son discours d'Oxford d'un côté et le programme de la conférence de l'autre, montrant mon nom comme conférencière d'ouverture. Tu n'as jamais été invité à parler à Oxford, Marcus, mais moi si. Je donne le discours d'ouverture sur la fraude académique et la vérification des qualifications, et tu allais te présenter là-bas sans y être invité et essayer de bluffer pour monter sur cette scène. Marcus avait cessé d'essayer de m'atteindre. Il se tenait figé, la réalité de sa révélation s'imposant enfin à lui. Tout ce que tu as construit est un mensonge, ai-je continué, ma voix plus douce maintenant. Ta carrière, ta réputation, tes relations. Tu as vécu dans un château de cartes. Et ce soir, je montre à tout le monde ce qui se passe quand quelqu'un dit enfin la vérité. J'ai cliqué sur la dernière diapositive, une liste de conséquences, l'enquête de son entreprise, les accusations de fraude criminelle qui pourraient être déposées, les poursuites civiles des organisations qu'il avait escroquées, le déshonneur professionnel qui le suivrait pour le reste de sa vie. J'ai donné une documentation complète à votre employeur, aux organisateurs de la conférence d'Oxford, et à une journaliste qui écrit un article complet sur la fraude des usines à diplôme. Votre nom sera l'étude de cas centrale. Diana Price s'est avancée de la foule, la caméra toujours en marche, et m'a fait un petit signe de tête. Pourquoi? Marcus a finalement retrouvé sa voix. Pourquoi me ferais-tu ça? Parce que quelqu'un devait le faire, ai-je dit simplement. Parce que chaque jour où tu continuais cette fraude, tu faisais du mal aux gens. Les collègues qui ont perdu des opportunités à cause de toi, les étudiants qui ont payé pour ta fausse expertise, les organisations qui ont fait confiance à tes fausses qualifications. Et oui, Marcus, tu m'as fait du mal. Pas en me sous-estimant. J'ai choisi cette tromperie. Mais en me montrant exactement qui tu es quand tu penses que personne ne regarde. Je suis descendu de la scène. Ma mère pleurait, mais elle souriait aussi. Mon père m'a serré dans ses bras. Je suis désolé que cela se soit transformé en autre chose qu'une fête de fiançailles, ai-je dit à la foule. Mais j'espère que cela a été éducatif. Et il y a toujours du champagne et d'excellents plats, alors s'il vous plaît, restez et profitez. Marcus était maintenant entouré de ses collègues de travail, tous posant des questions urgentes. Son téléphone sonnait constamment. Je pouvais voir la réalité s'abattre sur lui en temps réel. Je suis passé devant lui en direction de la maison et il m'a attrapé le bras. Vivien, s'il te plaît. On peut arranger ça. Je peux expliquer. Non, Marcus, tu ne peux pas expliquer, car il n'y a aucune explication qui rend la fraude acceptable. Il n'y a aucune excuse qui justifie une décennie de mensonges. Je t'aimais, a-t-il dit. Et pour la première fois, j'ai pensé qu'il disait peut-être la vérité. Non, tu aimais qui tu pensais que j'étais. La personne qui te faisait te sentir supérieur, intelligent, accompli. Tu ne m'as jamais aimé parce que tu ne m'as jamais vraiment vu. J'ai retiré sa main de mon bras.
Les fiançailles sont rompues, évidemment. Je ferai envoyer tes affaires à l'adresse que tu fourniras. Mon avocat prendra contact au sujet des arrangements financiers. Arrangements financiers? La bague que tu as achetée à crédit en utilisant mon excellent score de crédit pour lequel tu as postulé à nos deux noms sans me le dire. Le compte bancaire commun dont tu as tiré des fonds que j'ai alimentés. Les dettes que tu as accumulées et dont je ne suis pas responsable. Nous réglerons tout cela légalement. Je l'ai laissé là et je suis entré où Diana Price attendait avec son équipe. C'était puissant, a-t-elle dit. Mieux que je ne l'imaginais. Mon rédacteur en chef veut publier l'histoire lundi matin, en pleine page, en ligne et en version papier. Êtes-vous prête pour la suite? Je suis prête depuis 2 ans, ai-je dit. Les conséquences ont été rapides et complètes. Le dimanche matin, l'employeur de Marcus l'avait licencié pour faute grave. Le lundi, l'histoire de Diana a éclaté à l'échelle nationale, devenant une tendance sur les réseaux sociaux en quelques heures. Le mardi, 3 autres personnes se sont manifestées avec des preuves de qualifications achetées à la même usine à diplôme. Les organisateurs de la conférence d'Oxford ont publié une déclaration remerciant le docteur Vivian Westbrook pour sa diligence dans la protection de l'intégrité de leur événement. Ils avaient renforcé leur procédure de vérification en conséquence. Marcus a essayé de m'appeler 17 fois la première semaine. J'ai bloqué son numéro après le 5e message vocal où il alternait entre supplications de pardon et accusations de piège. Ma mère était déçue de l'annulation du mariage mais fière de mon travail d'enquête, comme elle l'appelait. Mon père m'a juste serré dans ses bras et a dit « Tu n'as jamais rien fait à moitié, n'est-ce pas ?» La communauté universitaire a accueilli l'histoire comme un moment d'enseignement. J'ai donné des interviews sur la vérification des qualifications, sur la psychologie de la fraude, sur les raisons pour lesquelles les gens choisissent de construire leur vie sur des mensonges. Et j'ai assisté à la conférence d'Oxford en décembre, donnant mon discours liminaire devant un auditorium bondé. Le discours portait sur l'intégrité, sur l'importance de la réussite méritée, sur les dommages que la fraude cause non seulement aux institutions, mais au concept même de vérité. Debout sur cette scène à Oxford, j'ai pensé à Marcus. Je me suis demandé s'il regardait la retransmission en direct. Je me suis demandé s'il comprenait enfin que la femme qu'il avait rejetée comme intellectuellement inférieure venait de donner l'une des présentations les plus commentées du monde universitaire cette année-là. 3 mois plus tard, j'ai reçu une lettre manuscrite, transmise par mon avocat. Cher Vivian, je n'attends pas de pardon. Je ne le mérite pas. Mais j'avais besoin que tu saches que je vois enfin un thérapeute. Que j'affronte enfin pourquoi j'ai ressenti le besoin de mentir sur mes qualifications en premier lieu. Ça n'excuse pas ce que j'ai fait. Rien ne l'excuse. Tu avais raison sur tout. Je ne t'ai jamais vu. J'ai vu un reflet de ce que je voulais croire sur moi-même. Et je suis désolé, pas seulement de t'avoir menti, mais d'avoir gaspillé 2 ans de ta vie dans ma tromperie. J'espère que tu fais le travail que tu étais censé faire. J'espère que tu sais que malgré tout, tu m'as appris quelque chose d'important sur la vérité. Marcus. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai classé avec tous les autres documents de cette période de ma vie. La vérité était que je n'avais pas besoin de ces excuses. La recherche que j'avais menée, l'histoire que j'avais aidé à raconter, les systèmes que j'avais aidé à renforcer, c'était ma récompense. J'avais pris une tromperie personnelle et l'avais transformée en quelque chose de significatif, quelque chose qui protégeait les autres d'une fraude similaire. 6 mois après la fête de fiançailles, j'étais dans mon bureau à Stanford, travaillant sur un nouveau projet de recherche sur la psychologie du syndrome de l'imposteur et sa relation avec la fraude réelle, quand mon assistante a frappé. Dr Westbrook, il y a quelqu'un ici pour vous voir. Il dit qu'il est du département de l'éducation. Quelque chose à propos d'une consultation sur un groupe de travail fédéral. J'ai souri. Le travail n'était jamais terminé. Il y aurait toujours des gens essayant de prendre des raccourcis pour obtenir des qualifications qu'ils n'avaient pas méritées, pour un respect qu'ils ne méritaient pas. Mais il y aurait aussi toujours des gens comme moi, engagés à protéger l'intégrité de la réussite, à honorer le travail acharné de la véritable érudition, à dire la vérité même quand elle est inconfortable. J'avais passé 2 ans à prétendre être quelqu'un que je n'étais pas pour exposer la prétention de quelqu'un d'autre. Et à la fin, j'avais retrouvé non seulement mon identité, mais aussi mon but. La vérité nous avait libérés tous les deux. Marcus de la performance épuisante de maintenir ses mensonges, et moi de la performance tout aussi épuisante de cacher mes capacités. En me dirigeant pour rencontrer l'enquêteur fédéral, je suis passé devant un miroir dans le couloir.
Le reflet montrait le docteur Vivian Westbrook, éducatrice, chercheuse, enquêtrice sur la fraude, et survivante de la plus étrange expérience sociale que j'ai jamais menée. Je lui ai souri. Elle m'a souri en retour. Elle était suffisante. Elle avait toujours été suffisante. Et elle n'a jamais eu besoin des qualifications frauduleuses de quiconque pour le prouver. La fin. Épilogue. 6 mois plus tard, le groupe de travail fédéral sur la fraude aux qualifications académiques est devenu le travail le plus gratifiant de ma carrière. Nous avons identifié et fermé 14 usines à diplôme la première année seulement, protégé des milliers d'étudiants d'institutions frauduleuses, et aidé les universités légitimes à renforcer leur processus de vérification. Marcus est devenu une étude de cas dans mes ateliers, anonymisée, bien sûr. Bien que quiconque ayant suivi l'actualité savait de qui je parlais. Il était devenu un récit édifiant, un exemple parfait de la facilité avec laquelle on peut construire une vie sur des mensonges, et de la rapidité avec laquelle tout s'effondre lorsque la vérité éclate. J'ai appris par des connaissances communes qu'il s'était inscrit dans un community college, obtenant réellement des crédits pour la première fois de sa vie. S'il finirait, personne ne pouvait le deviner, mais au moins, il essayait de construire quelque chose de réel. Quant à moi, je n'ai plus jamais prétendu être autre chose que ce que j'étais. L'expérience m'avait appris que la tromperie, même à des fins de recherche, avait des coûts que je n'avais pas entièrement anticipés. J'avais perdu 2 ans de vie authentique, 2 ans de liens sincères, tout ça pour exposer la fraude d'un seul homme. Est-ce que ça en valait la peine? Chaque fois que je recevais un email d'un étudiant me remerciant d'avoir dénoncé le faux professeur de leur université. Chaque fois qu'une entreprise me contactait parce que mon travail les avait aidés à éviter d'embaucher un fraudeur. Chaque fois qu'un journaliste citait mes recherches dans un article sur l'intégrité académique. Oui, ça en valait la peine. Mais je ne le referai jamais. La vérité, ai-je appris, est la plus puissante lorsqu'elle est dite clairement et directement, non cachée derrière des couches de performance et de tromperie. Et c'était la vraie leçon de mes 2 années avec Marcus Holloway. L'authenticité compte, dans les qualifications, dans les relations, dans la vie. Nous nous devons à nous-mêmes et aux autres la vérité, toujours.